Je vais vous rendre compte d'un séminaire qui a été organisé il y a à peine une semaine par ICOMOS France et qui a eu comme objet de... Pardon, ça y est, je l'ai. Qui a eu comme objet de réfléchir à la charte de Venise. Et je vais vous expliquer dans quelles conditions cette réflexion a commencé. En 1964, le second congrès international des architectes et techniciens des monuments historiques rédigeait à Venise la première charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments historiques et des sites. Elle a été adoptée lors de sa création par ICOMOS l'année suivante et elle devenait la pierre angulaire de la doctrine internationale sur le patrimoine bâti. Elle a ensuite été complétée par de nombreux textes et a été l'objet de plusieurs tentatives de mise à jour, mais en vain, en fait de réécriture en quelque sorte, mais en vain. Elle reste aujourd'hui la référence absolue et le monument de la doctrine, avec l'ambiguïté du terme monument de la doctrine. Est-ce que c'est parce que c'est un monument historique, on ne veut pas y toucher, c'est une certaine sacralisation qui est en même temps son enterrement, ou est-ce que c'est un monument de référence, une sorte de balise élémentaire de la référence sur la conservation, la préservation des monuments? Je dis bien des monuments. Alors, je suis désolé, mais la charte de Venise, on est à plus de 50 ans maintenant de la création de la charte. Et qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'elle est toujours pertinente? Est-ce qu'elle fait encore autorité? Est-ce qu'elle est considérée comme un carcan rigide, ce qui arrive souvent? Ou bien trop floue? Est-ce qu'elle autorise toutes les interventions? Est-ce qu'elle est adaptée aussi aux situations contemporaines, c'est-à-dire aux effets de l'élargissement du patrimoine? Alors, dans le contexte de l'année européenne du patrimoine de 2018, le comité français d'ICOMOS a proposé aux comités nationaux européens d'évaluer les qualités du texte à la lumière de l'évolution de la notion de patrimoine, des expériences acquises pendant un demi-siècle et de dresser les orientations pour les décennies à venir. La méthodologie, alors il ne s'agissait pas de recommencer à proposer une nouvelle rédaction de la charte, puisqu'on sait très bien que ça avait été voué à l'échec par toutes les tentatives qui avaient été faites précédemment, mais davantage en identifier l'esprit et les influences. Et quand je dis l'esprit, vous allez comprendre que c'est le maître mot, en quelque sorte, du travail que nous avons fait. Donc on a proposé d'élargir la réflexion au comité ICOMOS d'Europe. Il y a eu une assemblée le 10 juin à Helsinki, au cours de laquelle on a proposé le projet. On a proposé un questionnaire qui a été envoyé et on a recueilli les propositions de 12 pays, de 12 comités Europe ICOMOS, ainsi que différentes contributions libres, c'est-à-dire qu'on a eu une vingtaine en quelque sorte de réponses, qui est quand même assez un succès dans un délai extrêmement court. Et une première journée de travail s'est donc tenue, comme je vous l'ai dit, le 18 octobre dernier à Charenton. Alors en voici, décidément, ça saute tout seul, la démarche. D'abord, comme je vous le disais, non pas une remise à jour, mais davantage en identifier l'esprit, ça c'est le point de départ, avec plusieurs étapes dans cette réflexion. D'abord, une approche historique, faire un petit peu le bilan, je vais vous expliquer comment et pourquoi. Le bilan, la charte de Venise, au fond, en un mot, n'est pas tombée du ciel comme ça. Elle a tout un antécédent et un développement ensuite. Les différences linguistiques. Là, il y a une curiosité qui nous est apparue. Elle a été écrite en français, traduite ensuite en anglais, avec déjà des écarts de sens. Et dans quelle mesure ces nuances révèlent des différences d'attitude vis-à-vis du patrimoine? Est-ce qu'elles ont généré des pratiques différentes? Et puis, on va encore plus loin, puisque de la version française et la version anglaise ont été traduites encore d'autres versions dans les langues nationales des pays d'Europe et d'ailleurs, et qui ont peut-être dû accumuler un certain nombre de ces différences. Ensuite, quel bilan concret? Il y a 3 chapitres essentiels dans la charte de Venise. D'abord, elle s'occupe de monuments historiques. Deuxième chose, elle se préoccupe de 3 éléments, 3 types d'interventions sur le monument: la conservation, la restauration et l'affectation. Et dans quelle mesure
dans ces trois domaines, est-ce qu'on a constaté une évolution depuis 1964 jusqu'à nos jours qui serait de nature à nous informer en quelque sorte sur l'évolution de la charte, sur l'évolution de la réflexion et sur l'évolution des résultats. Et puis pendant ce temps-là, il y a eu l'élargissement du patrimoine, c'est-à-dire on est passé du monument historique au patrimoine. Est-ce que son application se transpose naturellement au patrimoine ou bien est-ce qu'elle reste limitée aux monuments dans l'esprit monument historique? Est-ce qu'elle est adaptée au nouveau patrimoine, c'est-à-dire patrimoine industriel, patrimoine du XXe siècle? Est-ce qu'elle est adaptée pour les ensembles urbains et ruraux, aux ensembles territoriaux, transfrontaliers du patrimoine mondial et du patrimoine mondial, c'est-à-dire des grands sites? Et puis, sur le patrimoine matériel, est-ce qu'elle est adaptée à prendre en compte les valeurs immatérielles du patrimoine? Donc, beaucoup de nouvelles questions qui se posent. Non seulement dans quel sens est-ce qu'elle a évolué, mais d'autres questions. Est-ce qu'elles peuvent s'adapter à la conception actuelle du patrimoine? Alors, on commence. Genèse, c'est-à-dire la charte de Venise n'est pas tombée du ciel. Et alors, on découvre qu'il y a, avant la charte de Venise, il y a eu la réunion de Paris, il y a eu la réunion d'Athènes, qu'on a appelée à tort la charte d'Athènes sur le patrimoine, et on a découvert un texte d'un congrès qui a eu lieu du 24 au 29 juin 1889, à l'occasion de l'exposition universelle à Paris. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit apparaître déjà les idées qui vont perdurer pendant toute la réflexion qui va avoir lieu sur près de 80 ans jusqu'à l'aboutissement de la charte de Venise. Alors, je vous les montre ici. Ce qu'il faut retenir, c'est une décision de fusionner le Comité international des monuments avec le comité d'organisation. On pense déjà à une vision internationale, une solidarisation en quelque sorte des réflexions. L'utilité d'une grande organisation de ce genre, permanente et internationale. On voit déjà la préfiguration de ce qui sera ensuite ICOMOS. Une sorte d'organisation de la Croix-Rouge. Les monuments d'art appartiennent à l'humanité tout entière. C'est la préfiguration de ce qu'il y aura ensuite dans le préambule de la Charte de Venise, de ce qu'il y aura ensuite dans la création du bouclier bleu pour protéger les monuments contre les excès des conflits internationaux. Les monuments de chaque pays dont la sauvegarde devrait être assurée en temps de guerre par une convention internationale. C'est extraordinaire, 1889, déjà cette idée qui perdure aujourd'hui d'une façon encore tellement plus d'actualité. Ensuite, il y a une chose très intéressante, les travaux de restauration des monuments historiques exigeant des soins particuliers. N'admettre à concourir que les personnes préalablement reconnues capables par l'administration, c'est-à-dire référence à la nécessité d'une compétence dans l'intervention sur les monuments. Autre chose, considérant qu'il faut, dans la réparation des monuments, se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour les consolider, ce qui exige absolument les usages auxquels ils peuvent encore servir. Donc on a un aspect déjà sur la conservation et sur l'usage des édifices, montrant à la fois l'importance de ces deux éléments, ces deux nuances qu'on va retrouver après. Uniformiser le plus possible les différentes législations au sujet de la protection des monuments historiques et des œuvres d'art. C'est déjà une pensée à l'époque sur laquelle malheureusement on n'a pas tellement fait de progrès puisqu'il n'y a pas d'uniformisation réelle des protections réglementaires ou législatives dans les différents pays. Et puis la tenue de congrès annuels faisant suite au congrès de Paris, donc la préfiguration déjà d'une organisation internationale. Ça, c'est extraordinaire. 1889, grande découverte. On arrive en 1931, conférence d'Athènes, et là, à l'initiative de la Société des Nations, se réunit à Athènes la première réunion des professionnels de la conservation artistique et historique des monuments. On voit déjà se définir un peu mieux. Des actes et des recommandations, ce n'est pas la charte d'Athènes. La charte d'Athènes, c'est celle des SIAM. Là, il ne s'agit encore que d'actes et de recommandations. Et ce qui est important, c'est de comprendre la nuance qu'il y a entre les conclusions, les recommandations, et puis une charte qui a une valeur beaucoup plus forte, une autorité beaucoup plus forte et une reconnaissance plus importante. Dans ces actes
on voit apparaître le droit, de la collectivité. Une notion extrêmement intéressante sur les limites de la propriété privée et l'intérêt public qui commence déjà à se dessiner. La primauté de l'entretien et la permanence de la conservation. Ça, c'est une idée qu'on va retrouver directement dans la Charte de Venise, déjà exprimée en 1931. De la conservation scrupuleuse des ruines, de l'anastylose, on va le retrouver aussi dans la Charte de Venise, sur le remontage lié à l'anastylose, de la lisibilité des apports. La lisibilité, on voit déjà apparaître la notion de lisibilité. Les techniques modernes qui se substituent lorsque les techniques anciennes s'avèrent insuffisantes. L'importance des abords, des perspectives, du cadre végétal, de la protection contre les publicités, les activités polluantes, de l'importance d'une collaboration internationale, ça revient, c'est récurrent. Et puis, une chose importante, de l'importance, et ça revient encore, de la formation, l'éducation, à la sensibilité, dès l'enfance, aux monuments et œuvres d'art. Ce n'est pas seulement former des compétences pour les praticiens, c'est déjà de la formation généraliste aux jeunes à l'enfance, dès l'enfance. 1932, la Carta del Restauro, il s'agit là d'une réflexion qui est poussée par un certain nombre de praticiens et intellectuels italiens et qui vont constituer sur la lancée de la charte des actes d'Athènes, des recommandations d'Athènes, qui vont lancer la poursuite de la réflexion. C'est un acte important parce que automatiquement, il va se retrouver encore plus compact dans la présence de la création de la Charte de Venise. Et puis on voit apparaître en 1957 le premier congrès international des architectes et techniciens des monuments historiques qui s'est tenu au Palais de Chaillot en mai 1957. Regardez à gauche la façon dont autrefois on considérait les praticiens du patrimoine et à droite une photo qui vous montre une partie de l'Assemblée. Ce qui est très intéressant, regardez, vous avez ici les participants à gauche au congrès de 1931, ils sont à peu près une quarantaine. Au congrès de 1957, 127. C'est déjà une sorte de mobilisation et on voit que c'est limité à l'Europe. Ça, c'est extrêmement important. C'est encore quelque chose qui reste pan-européen. Les vœux émis par la 4e section du Congrès, on les retrouve pratiquement les mêmes que ceux d'Athènes. Les questions de considération dans la notion d'œuvre d'art, les notions d'authenticité, d'historicité, de beauté, de valeur archéologique et sentimentale. On voit déjà poindre du doigt, poindre du nez les valeurs immatérielles, le caractère monumental de l'édifice et le fait que tout doit commencer par une étude également des mutilations, adjonctions, dans le but de conserver celles qui fixent ou augmentent la grandeur historique et la beauté de l'édifice. On voit apparaître deux choses importantes, valeur historique, beauté de l'édifice, c'est-à-dire valeur architecturale ou matérielle et valeur historique. Les deux éléments dont on sait qu'ils constituent la définition du monument historique et du patrimoine architectural. Et puis, on voit apparaître des notions sur l'édifice et son affectation qui soient en harmonie l'un avec l'autre. Très intéressant, notion d'harmonie qu'on va retrouver à Venise. Et puis, les tendances de l'art contemporain qu'il faut adopter à condition qu'il soit à nouveau en harmonie d'échelle, etc., avec l'édifice. On est là, on voit, depuis 1989, il s'est passé 2 guerres mondiales, il s'est passé presque 70 ans, et on voit que les esprits déjà sont fixés sur des valeurs qui évoluent peu. Venise, inauguration du Congrès en 1964, ça c'est considérable. La photo n'est pas truquée, c'est bien une photo authentique qui vous montre la largeur de la salle et la quantité de personnes qui s'y trouvent. Vous avez ici Raymond Lemaire à gauche, qui est un des principaux rédacteurs de la Charte de Venise, avec Piero Gazzola, le troisième, qui est un autre intervenant fondamental dans la rédaction, et puis Roberto Pane, qui a été un des promoteurs des principales idées de la Charte.
une chose intéressante, c'est cette femme autrichienne, Gertrude Tripp, qui disait la chose suivante, c'est Gazzola et Pane, donc deux Italiens qui connaissaient la théorie de la conservation mieux que quiconque, donc c'est bien la suite de la Carta del Restauro, et qui avait une véritable vision de la Charte de Venise. Mais en réalité, ce n'est que grâce à la cohérence des Français qu'il a été possible de trouver des expressions aussi claires. Et bien qu'il soit belge, Raymond Lemaire représentait la tradition française et ses règles. En fait, la charte a été écrite par 5 personnes. Et on va le voir après. Je passe là assez rapidement sur l'antériorité des chartes internationales qui ont précédé la charte de Venise. Et puis, alors voilà une carte qui vous montre 167 participants au congrès de 64 à Venise. Il y a eu 23 signataires, dont plusieurs étaient en Amérique latine, en Asie, mais seulement 5 rédacteurs, c'est-à-dire Raymond Lemaire et Philippot en Belgique, Jean Saunier en France, Gazzola et Pane en Italie. Et ce sont eux qui ont constitué ce texte absolument extraordinaire qui, en à peine 2 pages, arrive à résumer la plus belle pensée qui soit en matière claire et bien rédigée, pensée qui soit sur les monuments historiques. Alors voilà un peu une esquisse de la façon dont ça s'est produit. La Carta del Restauro, c'est 1931. Une première idée de faire, d'organiser la réunion de Venise en 1964, mais l'idée avait déjà été proposée à Paris en 1957. Et puis le congrès qui se réunit avec les principaux organisateurs que vous voyez ici, 25 au 28 mai 1964. Une première version manuscrite de la Charte de Venise, écrite de la main de Raymond Lemaire. Et puis on voit ensuite la constitution des différents membres participants et signataires de la Charte. Et puis une chose assez amusante, regardez l'échelle des âges. Vous avez le plus jeune à 27 ans, le plus âgé 67 ans, et ça s'étale entre ces deux extrêmes, avec le nom de tous les participants le 29 mai 1964. Et alors, une chose extrêmement intéressante aussi, répartition. Les architectes, je les ai écrits en rouge pour que ça soit plus clair. J'espère que ça se lit malgré les vibrations. Et historiens de l'art, beaucoup, juristes, mais aussi des chimistes, des juristes, des archéologues, évidemment, qui font partie des acteurs, en quelque sorte, de la validation, c'est-à-dire de la signature de la charte. Ce qui est curieux, c'est qu'assez vite, on se rend compte que les échanges continuent. Le 30 mai 1964, les échanges continuent entre Philippot et Lemaire. Philippot qui voudrait qu'on rajoute un certain nombre d'éléments concernant la décoration. Philippot était historien d'art, c'est bien connu. Et puis on voit de mai 64 jusqu'à l'automne 64 l'apparition de la version finale de la charte qui est adoptée en 65 avec la création d'ICOMOS. Puis il y a ensuite tout un processus de tentative de révision de la charte en prévision de l'Assemblée générale de Moscou en 78, avec des tentatives de modification, mais qui ne sont pas, qui n'ont aucun succès et qui sont refusées à l'Assemblée générale de 78. Donc, vous voyez que les tentatives de mise au point, en quelque sorte, s'expriment très vite. Très vite, on se dit, mais la charte a des faiblesses. Et malgré tout, on la conserve telle qu'elle est, considérant qu'il n'y a pas mieux que ce qui est dit dans la Charte de Venise, et de la façon dont elle l'exprime. Une chose extrêmement importante, en 1976, Raymond Lemaire, dont vous avez ici le texte, il serait trop simple de croire que la simple application de quelques règles permettrait de résoudre une question aussi délicate. Et il dit cette chose extraordinaire, c'est avant tout l'état d'esprit qui est le garant de la réussite. Et probablement, cet état d'esprit,
qui est l'élément fondamental de la Charte de Venise, qui est probablement la partie émergente et qui en fait toute l'actualité et sur laquelle on avait proposé, sans connaître cette lettre, on avait proposé d'organiser nos travaux. Alors, voici pour la genèse. Désolé, c'est très rapide. Ça a été un travail absolument remarquable qui avait été fait par un Italien, Andrea Pane, le neveu de Pane et un des rédacteurs, et puis une chercheuse architecte belge qui s'appelle Claudine Houbard et qui avait fait quelque chose d'absolument remarquable. Ça sera publié dans les actes qui vont ensuite être mis en ligne par Ecomos France. Alors maintenant, les questions linguistiques. La Charte de Venise a été rédigée en français. La Commission l'a travaillée en français. La traduction en anglais a été faite 6 mois après la signature de la Charte, mais n'a pas fait l'objet d'une validation par la Commission. Alors, regardons. Ça, c'est le travail qui a été fait par Anne Magnan et Bénédicte Selfslag, absolument remarquable. Et ce qui est intéressant, c'est que les principes guidant la préservation et la restauration des édifices anciens soient acceptés et fondés sur une base internationale, dit la version anglaise, et dégagés en commun et formulés sur un plan international, dit la version française. Les nuances sont minces, mais elles existent déjà. Beaucoup plus important, la sensibilité et l'esprit critique se sont portés sur des problèmes toujours plus complexes et nuancés. Ça, c'est la version française. Version anglaise, une prise de conscience croissante et une étude critique ont conduit à mettre l'accent sur des problèmes qui ne cessent de devenir de plus complexes et variés. Version anglaise, évidemment, ça n'a pas la même signification. Définition sur conservation et restauration constitue une discipline, dit la version française. L'anglaise dit faire appel à toutes les sciences et techniques. Donc, c'est polyvalent. Alors que la version française se concentre bien sur le fait que c'est une discipline qui rassemble en quelque sorte toute la réflexion. La conservation des monuments impose d'abord la permanence de leur entretien. La version anglaise dit qu'il est essentiel pour la conservation des monuments que ceux-ci soient entretenus de manière permanente. C'est pas très loin. Restauration. La restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel. La version anglaise, la restauration est une opération hautement spécialisée. Ça n'a plus rien à voir. Est-ce que c'est spécialisé ou exceptionnel ? Exceptionnel, ça veut dire que ça n'arrive que rarement. Spécialisé, évidemment. On peut être à la fois exceptionnel et mené de façon hautement spécialisée. Donc dans la version anglaise, il manque quelque chose. Un peu plus loin. Tout travail de complément reconnu indispensable pour des raisons esthétiques et techniques relève de la composition architecturale. Anglaise, toute intervention supplémentaire indispensable doit être distinguée de la composition architecturale. Pourquoi distinguer ? Mais ça veut dire le contraire. En fait, on ne parle pas d'une architecture dans laquelle on s'intègre, mais on se distingue de l'architecture. C'est quand même assez troublant parce qu'on est presque en train de se tourner le dos l'un à l'autre. La version française et la version anglaise, deux visions du patrimoine. La version française relève de la sensibilité, de l'esprit critique, des spécialistes de la discipline qui souhaitent élargir et approfondir la Charte d'Athènes. Dans le préambule, l'anglais est moins ambitieux et plus pragmatique. Et c'est là où on voit la différence d'approche entre les deux. Les nuances en matière de conservation. L'entretien est essentiel en anglais, en français. La conservation des monuments impose d'abord la permanence de leur entretien. L'entretien a été longuement le parent pauvre des interventions sur les monuments historiques en France, ça c'est bien connu. Et ça reste encore une réalité. L'article 9 sur la restauration marque une forte différence d'attitude. En anglais, la restauration n'est pas une opération exceptionnelle, c'est ce qu'on vient de dire. Et l'anglais est plus pragmatique, plus ouvert au fond à la réutilisation, à la reconstruction, voire à la pratique de la conservation. Alors, on peut dire que toute langue est une façon de dire le monde. La charte a été rapidement traduite dans les langues nationales des comités nationaux d'ICOMOS. À partir de la version française, vous avez la version allemande, italienne, espagnole, portugaise, néerlandaise et peut-être hongroise, tchèque, bosniaque. On a aussi ou de la version anglaise, là il y a moins de détails, mais évidemment le Royaume-Uni. L'allemand garde le terme de message spirituel, mais le place à la fin de la phrase. L'italien le met au milieu de la phrase, le néerlandais ne le retient pas. Donc il y a encore là des différences, même s'ils proviennent de la même version française. Vous voyez, il y a des dérives qui s'accumulent les unes après les autres.
conservation, l'anglais et le français utilisent le même terme pour le titre. L'allemand utilise le terme entretien plutôt que conservation pour mettre l'accent sur un concept mieux compris. L'article 5, les termes ordonnance et décor sont repris en anglais, ils deviennent structure et forme en allemand, distribution et aspect en italien, distribution et décoration en néerlandais. Vous voyez qu'il y a vraiment des approches totalement, des compréhensions complètement différentes de l'architecture patrimoniale. Restauration, l'italien et le néerlandais sont calés sur le français, l'allemand le nuance sensiblement le texte français. La restauration devrait garder un caractère exceptionnel. Ce n'est pas aussi autoritaire. Sur la restauration, l'allemand et l'italien rejoignent l'anglais sur la notion de complément qui doit se distinguer de la composition architecturale. Là, est-ce que c'est déjà la lisibilité qui pointe le bout de l'oreille? Le néerlandais reste proche du français, l'allemand ajoute des études artistiques aux études archéologiques et historiques. Très intéressant aussi. Conclusion, les différences fortes entre l'anglais et le français révèlent des approches différentes du patrimoine sur les plans politiques, philosophiques, voire spirituels. Différence importante sur le principe de la restauration, qui n'est pas un caractère exceptionnel pour l'anglais. Ça, on vient de le voir. Les versions allemandes, italiennes et néerlandaises atténuent ces différences. Donc il y a toute l'évocation de ce que l'on vient de voir. Et en fait, il y a un complet accord sur les notions techniques essentielles. Alors, aucune différence sur les 5 textes sur la nécessité de l'entretien, l'intérêt de l'affectation, la préservation d'un cadre et d'une bonne échelle. Et aucune différence dans les 5 textes sur l'objet de la restauration, révéler les valeurs historiques et esthétiques, s'intégrer avec harmonie, respecter le document d'art et d'histoire et la collégialité de la décision. Et il faudrait aller évidemment plus loin avec le concours des comités européens sur ces observations. Est-ce qu'on peut continuer cette analyse qui serait certainement très intéressante? Maintenant, la question qu'on peut se poser, au fond, on a le sentiment qu'on se retrouve un peu dans cet article de la Charte de Venise qui dit, au fond, il y a une charte générale qui impose une certaine discipline vis-à-vis du patrimoine, ou des monuments, mais il appartient à chaque nation d'en appliquer l'exécution. Donc ça veut dire que chaque nation peut, du fait de sa culture, de ses traditions, influencer, colorer différemment les approches. Et au fond, les différences qu'on voit dans les différentes versions de la Charte de Venise peuvent se justifier aussi sous cet aspect-là. Donc, c'est un autre commentaire qu'on va rajouter et qui montre que peut-être que s'il y a été des choses extrêmement intéressantes à découvrir sur cette comparaison linguistique, en revanche, ça ne semble pas entraîner d'importantes conséquences. On va le revoir peut-être un peu plus loin. Alors, ensuite, on a donc proposé d'aborder la question sous l'angle de l'évolution. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on a pris les trois aspects principaux de la Charte de Venise, c'est-à-dire conservation, restauration et affectation. On commence par la conservation, où il y a eu l'intervention de Serge Pittiot et Pierre Paquet, qui est un ancien inspecteur général belge, qui ont donné en quelque sorte l'éclairage sur cet aspect. Par définition, la conservation relève d'interventions qui ne modifient pas l'œuvre. On les caricaturé par le terme cristallisation, qui est absurde, parce que sous le terme un peu précieux et assez joli de cristal, en fait, on passe totalement sous silence les nécessités de respiration, les effets et la sensibilité au climat, à la température, à l'hygrométrie, etc., ménager les articulations, ce qui n'existe pas, évidemment, dans un cristal. Mais peu importe, c'est l'image qui était importante. Ces interventions de conservation s'étendent de l'entretien à la conservation préventive, voire de sauvetage. On va dire aussi que le remplacement à l'identique des matériaux altérés ou contaminés, la réfection à l'identique d'une couverture, par exemple, rentre dans cette catégorie. Alors, assez rapidement, que dit la Charte là-dessus? La Charte dit que la conservation est une discipline qui fait appel
à toutes les sciences et techniques qui peuvent contribuer à l'étude et à la sauvegarde du patrimoine monumental. Elle dit que la conservation impose d'abord la permanence de l'entretien. Article 6, la conservation d'un monument implique celle d'un cadre à son échelle. Le déplacement de tout ou partie d'un monument ne peut être toléré que lorsque la sauvegarde du monument l'exige, et les éléments de sculpture, de peinture ou de décoration ne peuvent être séparés de l'édifice. Donc ça, ce sont les articles essentiels sur la conservation. Vous voyez qu'en fait, il y a très peu de choses sur la nature même de la conservation. La permanence de l'entretien, c'est tout ce qu'elle dit. Réponse des comités européens. Tout d'abord, les réponses des différents comités européens ont porté exclusivement sur le patrimoine bâti et surtout sur ce qui est convenu de nommer le monument historique. Donc on reste bien dans le cadre et dans le schéma de la Charte de Venise. Deuxième constat, une différence assez nette entre deux périodes de référence proposées dans le questionnaire. Les 10 premières années qui ont suivi l'adoption de la Charte pour lesquelles l'application est assez lente, et puis les 10 dernières années où, de manière générale, les principes de la Charte s'appliquent peu ou prou. Le cas de la France, les principales évolutions, c'est la systématisation des études préliminaires et préalables aux interventions qui permettent donc d'avoir le temps de la réflexion, de temps de la mise au point, et puis surtout des progrès substantiels qui ont été faits dans le domaine de l'histoire de l'art et de l'architecture, mais surtout des progrès techniques extrêmement significatifs en ce qui concerne les protocoles de conservation avec l'avancée des mentalités dans les domaines précités. Très rapidement, je vous montre un certain nombre de résultats de la collecte des informations et des participations des comités européens. Ici, c'est Evora Monte, qui est probablement le premier exemple d'utilisation de la chaux aérienne pour la restauration des monuments. Ici, c'est au couvent des Rayonnimites, premières interventions, enfin, les interventions maintenant qui se font d'une façon extrêmement pointue, très très rigoureuse en ce qui concerne la conservation des épidermes, des toitures, et même là en haut, tout en haut, vous avez l'usage du faucon pour préserver les édifices de l'agression des pigeons. Ici, un détail sur les premières interventions de conservation des remparts, mais qui est issu de la démolition de tous les bâtiments qui étaient par devant. Ici, c'est un exemple assez intéressant de conservation où d'un côté, vous avez des toitures qui sont encore en place, mais de l'autre, il n'y a pas de toiture. On aurait pu les remettre, mais non, vous voyez, ce sont des toitures terrasses qui ont été mises en place. Donc, on est strictement là, dans les limites du contexte. Ici, vous avez ce château avec l'organisation d'un théâtre qui a été mis en contrebas. Ici, vous avez la cathédrale Saint-Venceslas avec la conservation du décor 19e. Et puis ici, des choses très intéressantes avec ce site qui montre un premier exemple de ce qui sera ensuite un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En France, c'est la conservation des menuiseries, la réparation des charpentes, et puis des cas de figure extrêmement affligeants, tels que cet exemple ici à la cité universitaire. Vous voyez ces très beaux windows métalliques qui, par des nécessités, ont été remplacés par des fenêtres en plastique. Quand on imagine la réduction des ouvertures et donc de la lumière par ce biais, puis à droite, vous avez le contraste entre deux effets de menuiserie. Bon. Et puis, on voit apparaître ici des techniques modernes, le laser, bien sûr. Et puis, les premières restaurations du béton, qui ont beaucoup tâtonné dans les années 80-90 et qui sont maintenant arrivées. On a eu cet exemple de Carlos Scarpa, où les études en matière de conservation du béton sont poussées à un degré extrêmement exigeant et qui montrent toute une évolution technique de la conservation. Et puis, là, les problèmes de conservation des intérieurs, avec maîtrise du climat. On fera évidemment une évocation de la grotte de Lascaux, dont vous avez suivi toutes les péripéties, et le sauvetage, en quelque sorte, qui consiste à faire une copie, de sorte à préserver l'édifice de l'intervention des respirations, de l'humidité et des gaz des visiteurs. En Wallonie-Belgique, ici, très brièvement, c'était les effets, évidemment, de la séparation de la Belgique en deux
en deux communautés, wallonne et flamande, qui évidemment entraînent des différences d'approche. Ici, la technique wallonne qui met en évidence la nécessité de fiches d'état sanitaire. Ici, quelques exemples de conservation d'une pile de pont par le rejointoiement des pierres. Ici, quelques exemples de restauration presque archéologique de la façade de cet hôtel à Liège. Ici, il s'agit de techniques de restauration, c'est joli, je ne connaissais pas cet effet-là, d'une charpente. Et puis ici, des difficultés énormes de conservation de matériaux. À droite, ce médaillon en tuffeau qui a quasiment fondu et pour lequel la restauration est quasi impuissante. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? L'évolution dans ce domaine, elle est strictement évidente dans les questions, je dirais, de technique et d'approche méthodologique. Ça, c'est évident qu'il y a une évolution très très nette. Pardon. En ce qui concerne la restauration maintenant, contrairement à la conservation, la restauration modifie l'œuvre. Là, c'est très important de marquer la différence, soit en addition, soit en suppression, pour révéler les valeurs esthétiques ou historiques de l'édifice, à condition que les éléments enlevés ne présentent que peu d'intérêt. Là, je pense que c'est limpide. La définition de la restauration, grâce à ces deux citations de la Charte de Venise, est vraiment extrêmement importante. Et ce qui est masqué, la restauration relève de la création architecturale. Ça, c'est une chose qu'on avait déjà remarquée. Que dit la Charte? La restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel, on l'avait vu tout à l'heure, conserver et révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument, révéler la composition architecturale, porter la marque de notre temps, on voit apparaître la notion de lisibilité, et une chose très intéressante, le dégagement d'un état sous-jacent à condition que les éléments enlevés ne présentent que peu d'intérêt, que la composition mise à jour constitue un témoignage de haute valeur. Donc, on voit que la conservation ne se pose pas de question sur on conserve, on garde ou on ne garde pas. La restauration se pose la question. Elle va émettre un jugement de valeur et va prendre une décision, on garde une partie, on ne garde pas tout. Et là, c'est vraiment une autre démarche. Et ça, c'est extrêmement important. Et on dit, le jugement doit être collégial. Ça nous rappelle 89, je crois, c'était déjà évoqué. On voit aussi l'article 12, les éléments destinés à remplacer les parties manquantes doivent s'intégrer harmonieusement à l'ensemble, tout en se distinguant. Donc vous avez un jeu très très délicat et difficile entre la préservation, voire l'enrichissement de l'harmonie, et puis la lisibilité. Les éléments destinés à remplacer les parties manquantes doivent s'intégrer harmonieusement à l'ensemble. Et puis on voit l'article 13, les adjonctions respectent toutes les parties intéressantes. Alors ça, c'est extrêmement important parce que dans la démarche architecturale, on verra si c'est parfaitement interprété, si la lisibilité est bien utilisée, si l'harmonie est bien préservée et s'il y a effectivement un enrichissement de l'architecture, de la valeur patrimoniale par ces interventions. Alors, des restaurations, on va commencer par des restaurations qui étaient considérées comme exemplaires dans les années qui ont suivi 64. Ce sont des exemples qui nous viennent à gauche et en haut, à droite de Belgique. En bas, considéré comme exemplaire, le Castelvecchio de Scarpa. Alors maintenant, un certain nombre de façons d'utiliser la restauration comme outil de conservation. Là, vous avez Sussigno à gauche, classé comme ruine, donc on ne remet pas de toiture. On fait des acrobaties pour faire une toiture terrasse, jusqu'au moment où on se dit mais c'est absurde, parce qu'on a tout ce qu'il faut, on a la pente, et puis on remet une toiture. Et là, on est vraiment dans de la conservation, même si la restauration a ajouté quelque chose, on est quand même dans le domaine de la restauration tellement fidèle qu'en fait, ça relève presque de la conservation. On revient sur cet exemple où on pourrait presque remettre une toiture à droite qui s'inspire de celle de gauche. Peut-être qu'on a assez d'éléments dans la documentation pour le faire. Les restaurations historiques, d'abord archéologiques, où on montre ici un certain nombre de baies romanes dans un édifice qui a, comme vous le voyez, évolué. Ici, c'est amusant, c'est un édifice qui est roman avec des additions successives, mais le parti de restauration a considéré qu'il était plus intéressant, même si l'édifice est plus jeune que l'époque romane, de remettre en polychromie romane l'ensemble de l'édifice. C'est très troublant, c'est un parti.
Ici, c'est le parti complètement inverse. Cette façade à gauche restaurée de façon importante au XIXe siècle, il y a eu une décision qui a été faite de dire, malgré toutes les traces de polychromie anciennes, on garde l'état de restauration XIXe. Reconstruction à l'identique, issue des conflits armés ou des phénomènes climatiques. Ici, l'abbaye d'Ardenne, en 30, 44, est reconstruite en 60. Ici, vous avez d'autres exemples beaucoup plus récents, jusqu'en 2014, qui sont observés en Slovénie. Ici, du fait d'un phénomène climatique, la reconstitution exactement à l'identique de l'hôpital des Partisans, pour des raisons non seulement monumentales, mais aussi symboliques. Les reconstructions à l'identique, les symboles en quelque sorte. Alors, vous savez que on a l'exemple de Radour-sur-Glane, il y a eu l'exemple de Dresde, où on a dit on laisse l'édifice le ventre ouvert pour désigner de l'index le coupable, en quelque sorte. Mémorial. Mais reconstruite en 2005, suivant un principe qui est effectivement facile à comprendre, c'est-à-dire toutes les pierres anciennes sont noires et les pierres neuves sont blanches. Mais je ne sais pas au bout de combien de temps ça sera supportable et dans combien de temps on va décider de tout nettoyer pour que l'édifice soit en harmonie. Donc le sens évolue avec l'histoire. Ici, c'est une chose encore beaucoup plus troublante. Autant à Dresde, il y a encore les fondations de la Frauenkirche. Autant à Riga, cette maison des têtes noires avait été rasée par les soviétiques, qui avaient même supprimé les fondations. Donc il ne restait absolument plus rien. Et il y a eu une décision de reconstruction en 1999, suite à l'indépendance de la Lettonie, parce que c'était un acte politique symbolique. Et c'est là où on voit apparaître une nouvelle charte, la charte de Riga, qui dit, bien sûr, la charte d'Athènes ne supporte de reconstruction que l'anastylose, mais nous pensons qu'il faut aller plus loin. Et c'est là où on voit que selon les parties de l'Europe, selon leur histoire, selon leurs besoins d'identité, l'approche est totalement différente. Qui a tort, qui a raison, on ne peut pas juger. Les restaurations stigmates, ça c'est très important. Évidemment, l'église de Saint-Lô, bombardée en 1944 et reconstruite, dont la façade a été reconstruite par Froidevaux, en retrait avec cette expression qui ne cherche absolument pas à imiter l'architecture qui a été détruite. Ici, encore beaucoup plus intéressant, cette tour de Salomon au château de Visegrad, avec ces compléments qui sont en béton, et regardez la cicatrice qui est exprimée à droite d'une façon assez remarquable. Moi, je considère que c'est un superbe exemple. Les expressions de lisibilité. Alors là, c'est un autre exemple. C'est un exemple qui est très proche de la charte de Venise. C'est l'église de Bernay, dont le chevet avait été rasé à la fin du XVIIIe siècle ou à la Révolution, transformé en garage, figure de gauche, et pour lequel Georges Duval avait proposé à la Commission supérieure des monuments historiques de reconstituer le chevet et les absidioles. Mais la Commission lui a dit d'accord, mais en bois, pour qu'on comprenne que ce n'est pas pareil. Sauf que je suis allé sur place un jour, je regardais, il y avait 2 touristes qui étaient à côté de moi et j'entendais leur conversation. Et l'un dit à l'autre, tu vois, à l'origine, c'était en bois. Donc c'est là où il faut être très très prudent sur qu'est-ce qu'on veut dire, mais surtout, comment ça va être compris. Donc la lisibilité, d'accord, mais l'audition, beaucoup plus importante. Alors là, on voit un autre exemple, beaucoup plus récent, qui est à Toulouse, Saint-Pierre-des-Cuisines, à gauche l'état du chevet, à droite la reconstitution du chevet. Et c'est là où on se rend compte que c'est beaucoup plus doux, beaucoup mieux intégré, que si on veut voir, se rendre compte en quelque sorte, si on veut sentir l'expression de la lisibilité, il faut s'approcher, mais quand on est loin, elle ne s'impose pas. Alors évidemment, on pourrait se poser la question, c'est la question que je vous pose, peut-être vous préférez que ça soit en béton noir. Ça serait plus lisible. Personnellement, je pense que c'est une évolution ici qui marque une étape intéressante. Peut-être la meilleure synthèse de tout, c'est Saint-Denis, la basilique, l'état en 1830, c'est-à-dire après le démontage de la tour nord par Viollet-le-Duc.
le projet de Jacques Lavedan en 1990, dans l'esprit de la lisibilité de la Charte de Venise, et le projet Jacques Moulin en 2016, qui lui propose... Jacques Lavedan proposait de reconstituer la tour nord en bois, suivant ces lignes beaucoup plus simplifiées, épurées, et Jacques Moulin, qui a tous les documents, évidemment, puisque la dépose de la tour nord s'est faite avec le calepin exact des pierres, propose la reconstruction à l'identique. Donc on a là presque la caricature ou l'image de l'évolution des réflexions sur ce domaine. Je passe vite ici des exemples de restauration intérieure. Un autre exemple ici avec le revers de l'abside de Bernay qui s'intègre beaucoup mieux avec l'architecture. Et puis quelques exemples où en fait la qualité de la sculpture de Georges Jean-Claude était évidente, en harmonie avec l'édifice, mais on peut se poser la question, pourquoi l'avoir fait en bronze noir? Pourquoi aussi avoir fait en béton noir cet avant-corps au château de Falaise? Puisqu'en fait, on se rend compte qu'on ne voit plus le château, et on voit l'avant-corps. Qui est-ce qui se sert, et que sert-on? Et puis on voit apparaître aussi, avec Saint-Cernin, la notion de dérestauration. À gauche, l'état de Toulouse de Saint-Cernin avant l'intervention de Viollet-le-Duc, au milieu l'intervention de Viollet-le-Duc avec les modifications de toiture, et à droite l'état dans lequel, avec l'accord de plusieurs, confirmé par plusieurs commissions supérieures, l'état de dérestauration proposé et réalisé par Yves Boiret. Dans le domaine des créations, dans un secteur sauvegardé en 1968 à Bourges, quelque chose d'assez extraordinaire. Ici, en Tchéquie, la reconstruction d'un clocher dans les années 60 en béton, d'autres additions plus vigoureuses, d'autres qui ont fait couler beaucoup d'encre et qui restent malgré tout tellement supportables, voire même plus courageuses. Mais là, on n'est plus sur un monument historique, on est sur du patrimoine. Donc, on a l'impression qu'il y a une espèce de glissement léger d'une notion de monument majeur jusqu'à patrimoine. Alors, les renforcements, évidemment, font partie des notions, je pourrais presque dire, de conservation. On parle l'appel à toutes les techniques modernes lorsque les techniques traditionnelles se révèlent inadéquates. Et cet article a été rédigé pour les renforcements. Alors, très rapidement, reprise en sous-œuvre à Winchester au début du XXe siècle, avec des sacs en ciment plongés par un scaphandrier sous la nappe phréatique. Ici, ce sont les premières reprises en puits, en 64 par Jean Merlet à l'église de Caen, puis les fameux pieux, micro-pieux, utilisés dès les années 75 ou 80, je crois, à l'église de Tourny. Autre exemple, les reprises en sous-œuvre très lourdes de la façade du Mont-Saint-Michel. Et ici, vous voyez cette coursière qui est cintrée comme ceci, parce que en fait, elle est adossée à une verrière dont elle sert normalement de raidisseur, et cette verrière est sous le vent, et elle se déverse par l'effet de la dépression. Et ce qu'a fait l'architecte Bernard Filden, c'est, vous voyez, le plan qui est là, il a tendu un câble en chaînette, et ce câble en chaînette, lorsqu'il est tendu, crée un effort inverse qui ne va pas redresser la façade, mais qui va la rigidifier en quelque sorte, lui donner des capacités supplémentaires à résister aux effets du vent. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est qu'on tombe pile à pieds joints sur une solution qui correspond exactement au parti constructif. Donc on est là dans une harmonie structurelle avec l'édifice qui jusqu'à maintenant n'avait jamais été aussi brillante que cet exemple-là. C'est dans les années 80. Ici, à gauche, la fameuse pince en béton armé de Jean-Pierre Paquet, et à droite, pour le même exemple, simplement des tirants qui ont été forés dans les reins de voûte et accrochés à la charpente à Lillebonne en 1994. Autre exemple, alors sur le même édifice, c'est à Ourscan, à l'infirmerie, des pinces à balancier de Jean-Pierre Paquet à gauche, et puis exactement sur le même édifice, quelques travées plus loin où les pinces n'avaient pas été réalisées, le travail qui a été fait par Thierry Elgrin avec des tirants en 2010.
Je crois que je suis en train de perdre complètement la notion du temps. Encore un exemple ici d'aménagement urbain où on a évidemment à regretter la disparition des petites maisons, zone piétonne, et puis l'effet Bilbao, qui évidemment est bien connu, qui a eu le succès que l'on connaît, et qui a été un peu espéré à Marseille, mais regardé à Anvers. Et alors qu'on est dans une friche à Bilbao, à Anvers, on est dans un paysage portuaire. Et c'est là où tout d'un coup la valeur patrimoniale du paysage est évidemment affectée par cette œuvre, dont on ne va pas juger de l'architecture, mais dont on va juger évidemment l'intrusion au niveau du paysage. Je passe malheureusement très vite sur l'exemple turc qui nous a montré des... Alors, les Turcs ont eu ce courage de dire voilà les bons exemples et les mauvais exemples. Et ça, on a eu... Alors regardez, voilà par exemple, cette façon de réintégrer le vestige dans une reconstruction, on pourrait dire l'inverse. Et ici, à gauche, un bâtiment turc traditionnel, et à droite, la façon dont il a été reconstruit. Alors les questions de l'affectation, évidemment, qui sont toujours présentées comme un élément fondamental de la conservation. Je suis désolé, je passe un peu vite sur la partie texte, mais le problème essentiel aujourd'hui, c'est cette espèce de dérive où, au début, on considérait que l'affectation était fondamentale, l'affectation utile à la société était fondamentale, autant on voit apparaître un certain nombre de choses qui sont d'abord nécessité absolue d'affecter, mais Froidevaux disait, mais pas n'importe comment, et c'est de là que vient cette phrase, plutôt la mort que le déshonneur, au fond, gagner sa vie, que l'un monument gagne sa vie peut-être, mais qu'il ne fasse pas le trottoir pour autant. Et puis, on a une question qui est importante, et là j'y arrive. Le point d'achoppement, c'est quand l'utilisation ou l'affectation d'utile à la société devient une affectation privée, économique, de rentabilité, où là, les défenseurs du patrimoine s'indignent devant un État qui risque de se débarrasser des édifices dont il ne peut plus assumer l'entretien et la conservation. Alors, je passe très vite là-dessus. Je vous montre quelques exemples ici, des exemples où l'utilisation a été très, très complémentaire de la fonction initiale. Ici, des musées qui ont parfaitement bien préservé l'architecture. Ici, c'est bien connu, avec le Plessis-Massé, mais surtout avec la Toussaint d'Angers. Ici, quelque chose d'assez remarquable, qui est cette façon de couvrir la scène du théâtre d'Orange par un vélum extrêmement léger, bien connu en 70 ou 71, l'aménagement du Palais des Congrès dans le Palais des Papes, et exactement la même fonction exécutée en 2013 par Bernard Voichet à Saint-Pierre-des-Cuisines. Vous voyez que le principe est assez semblable, beaucoup plus léger peut-être ici, avec peut-être une volonté délibérée de lisibilité. Et puis, tant d'autres exemples. Je les passe très vite, ça c'est très connu, l'abbaye d'Ardenne réaffectée en centre d'archives, bien sûr, collège des Bernardins. D'autres exemples de banques réaffectées en hôtel, alors c'est vrai que ça passe très bien. D'autres exemples peut-être un peu plus brutaux, avec intervention d'une architecture qui met un peu à mal l'harmonie du bâtiment très modeste qui est en dessous. Et puis, alors ça on l'a vu tout à l'heure, et alors chose très intéressante, une ancienne usine d'électricité transformée en centre de plongée, pourquoi pas. Et là, vraiment, on a l'impression, même si ce n'est pas la fonction initiale, que le bâtiment s'adapte tellement bien que ça aurait été dommage de ne pas en profiter. Alors, deux exemples maintenant très vite. Un exemple de réutilisation de l'amphithéâtre antique de Fréjus, dont voici l'état de ruine extrêmement avancé dans lequel il nous est arrivé, avec des fonctions que vous avez là, qui sont des fonctions pratiquement les mêmes que celles d'origine, mais avec des gradins posés sur les ruines et qui n'arrangent pas les ruines, d'où, après une recherche de la coupe traditionnelle sur un amphithéâtre, une proposition de construction de quelque chose qui sert à la fois de protection des ruines, donc un parapluie, mais
avec des gradins, donc un parapluie utilisable. Voici ce que ça donne. C'est extrêmement vigoureux comme architecture, mais ça permet à la fois de maintenir l'usage et de protéger les ruines. Exemple complètement opposé à la Chartreuse de la Verne, où là, vous avez l'état de la Chartreuse. Les bâtiments qui sont en haut sont les bâtiments qui ont été préservés, mais en bas, vous avez l'ancien grand cloître et toutes les cellules qui ont disparu. Les sœurs se réinstallent à la Verne. Que fait-on? Elles s'installent avec des algécos qui sont en contrebas de la Chartreuse. Il y a une première cellule, voici l'état de la Chartreuse avant travaux, une première cellule expérimentale est construite, vous la voyez, pratiquement au milieu de la figure, c'est celle qui a les tuiles les plus rouges, qui est une reconstitution expérimentale d'une cellule. Il y avait tous les éléments, les moellons étaient par terre, et on peut assimiler ça à une reconstruction par anastylose, qui ensuite a donné le feu vert à la reconstitution de tout l'ensemble des cellules et du grand cloître, avec des éléments qui sont reconstitués, d'autres qui ne le sont pas. Et puis, une chose intéressante aussi, vous voyez les algécos, on les voit en bas à droite, avec la communauté qui était beaucoup plus importante que 12 sœurs, bien sûr, qui est le format des Chartreux, et pour lesquelles il fallait trouver une solution. Et la solution, la voici, c'est-à-dire un certain nombre de cellules qui ont été creusées pratiquement dans le sol, sous le jardin, et qui donnent, avec la coupe que vous avez en haut à gauche, qui donne ce résultat de paysage à droite et la vue générale qui altère à peine et qui s'intègre malgré tout assez bien dans ce paysage. Deux maintiens de la fonction d'origine, deux attitudes complètement différentes, l'une très intégrée par anastylose et l'autre beaucoup plus vigoureuse parce qu'il n'y avait rien d'autre qui était possible de faire. Alors, je suis désolé, mais je suis en train de me foutre complètement dedans. Si vous avez la patience. L'élargissement du patrimoine, du monument historique au patrimoine. La Charte de Venise parle de monument historique. Si on remplace monument historique par patrimoine architectural ou culturel, mais plutôt bâti, dans la Charte de Venise, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. Si le monument historique peut être considéré comme une icône exceptionnelle à laquelle il faut toucher le moins possible, en revanche, on peut dire que le patrimoine, c'est quelque chose qu'on ne veut pas perdre. On ne va peut-être pas forcément le protéger, on lui attribue une qualité affective, en quelque sorte, parce qu'on voudrait vivre avec lui en préservant ses valeurs, mais en acceptant de le faire évoluer en l'adaptant. Alors, dans la charte, le terme monument est à rapprocher de monument historique. On trouve aussi le terme patrimoine dans la charte de Venise. Et ça, c'est intéressant. On trouve aussi le terme édifice. Donc ça veut dire que déjà la charte de Venise avait conscience des différentes dimensions, en quelque sorte, de l'édifice concerné. Et, pardon, je vais peut-être trop vite, mais on se rend compte qu'en définitive, la charte de Venise s'applique parfaitement bien à la notion de patrimoine, à condition que l'on identifie bien les valeurs du patrimoine, les valeurs patrimoniales en quelque sorte. L'élargissement du patrimoine au patrimoine mondial. On a trois exemples. Soit c'est les édifices isolés, la cathédrale de Chartres, pas de changement par rapport au patrimoine national, la charte s'applique naturellement. Plus difficile, les biens transfrontaliers ou bien les biens en série, où là, c'est quasiment le choix de chaque État de travailler comme il l'entend, donc d'appliquer en quelque sorte ses propres doctrines, méthodes, sensibilités, traditions. Donc on peut se dire un bien, mais plusieurs traitements différents. Là, on ne sait plus tellement où on va. Grand territoire, le Val-de-Loire. Alors là, on perd pied complètement. Et je vais vous dire quelques mots, mais très très rapides, ne vous inquiétez pas, sur cette question-là. Dans le patrimoine de grand territoire, l'exemple du Val-de-Loire, évidemment, montre au fond trois aspects. Il y a l'édifice, donc là, il n'y a pas de problème particulier. Les ensembles urbains, c'est pareil, ça s'est mis au patrimoine national, et l'application de la Charte de Venise semble tout à fait
ne posait aucun problème. Et puis il y a les paysages culturels, agricoles, fluviales, naturels. Et pour chacun de ces éléments se pose la question de l'intégrité, de l'authenticité et de leur préservation. Alors, pour les édifices, ça ne pose pas de problème, comme je vous l'ai dit, mais pour les paysages, c'est totalement différent, parce que la notion s'attache à de nombreuses caractéristiques, et sous-ensemble, paysages culturels, agricoles, forestiers, naturels, etc. Mais alors, comment identifier la notion d'intégrité et d'authenticité? Sur les paysages agricoles, au fond, on se rend compte que l'authenticité s'appliquera moins sur telle ou telle culture, maïs, colza, blé ou autre. Elle s'appliquera davantage sur l'activité de culture, c'est-à-dire la notion de terres agricoles exploitées comme terres agricoles, c'est-à-dire un patrimoine qui continue à vivre selon sa définition. Et puis surtout, ce qu'on découvre, c'est que la diversité culturelle, et ça je cite Isabelle Longuet, la diversité culturelle élargit les regards, reconstruit les populations, et l'authenticité est une qualité qui se construit par les représentations que font les spectateurs et les usagers. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça montre les plus-values qui sont apportées au fur et à mesure dans la vie de ces édifices. Et puis, patrimoine matériel, immatériel, je vous montre deux images. Bon, patrimoine vivant, évidemment, mais regardez, ça, c'est l'atelier de Brancusi, à côté de Pompidou, qui a été reconstitué avec les objectifs de la muséographique, en quelque sorte. Tout ce qui est là est vrai. Mais il n'y a pas l'esprit de l'atelier qui a disparu. En revanche, on est là chez Darwin. Le fauteuil est peut-être vrai, la table est peut-être vraie, la cheminée sûrement. Le reste est faux. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que vous préférez? Être chez Darwin et comprendre Darwin, même si ça ne sent pas vraiment l'encre de Darwin ou la transpiration, on touche plus du doigt avec cette façon d'évoquer le patrimoine immatériel que dans cette image-là. Et je pense que là aussi, ça doit nous faire réfléchir. Alors, les questions de compétences, évidemment, c'est les questions où on se rend compte que les patrimoines d'Europe devraient faire l'objet des mêmes compétences, un même patrimoine commun, compétences communes, que ce soit chez les architectes pour les relever, pour les analyses de la valeur patrimoniale, pour l'évaluation de la conservation, restauration, affectation, mais aussi pour les interprètes de la partition, c'est-à-dire tous les cols bleus, les ouvriers, etc., etc. Et on se rend compte que là, on n'a pas les outils permettant de garantir les compétences égales sur les monuments qui sont considérés comme un patrimoine commun. Alors, j'y arrive. Et cette conclusion, concernant l'historique, on observe une constante d'objectifs depuis la fin du XIXe siècle. Et déjà en 1976, c'est l'esprit de la charte qui est évoqué. Concernant la linguistique, les différences entre l'approche sensible et l'approche pragmatique cessent sur des notions techniques essentielles. Et en tout état de cause, on est dans l'esprit de la charte qui laisse à chaque nation le soin d'en assurer l'application dans le cadre de sa propre culture et de ses traditions. Sur les trois chapitres essentiels, est-ce qu'on voit une évolution? Sur la conservation, elle est évidente, tant dans les méthodes que les outils. Pour la restauration, c'est plus délicat. On a le sentiment qu'il y a une tendance vers des approches architecturales plus douces, sans que les écritures architecturales brutales soient complètement éliminées. On a une tendance vers des parties de reconstruction, on l'a vu avec Saint-Denis. Et quant au domaine des renforcements, on a une évidente évolution vers des solutions plus légères et plus articulées. Quant aux affectations, on a l'impression d'une plus forte présence des investissements privés, une tendance à une compatibilité plus marquée avec l'architecture, mais aussi de fortes ruptures. Alors, sur l'élargissement du patrimoine, sur le monument historique au patrimoine, on se rend compte qu'il n'y a pas de difficulté. Je m'arrête à la fin de la page. Sur le patrimoine mondial, je pense que je vous ai assez dit. Sur le patrimoine matériel et immatériel et sur les compétences, je pense que sur les compétences, les outils existent. Il suffit de créer des passerelles entre les centres de formation, que ce soit pour les architectes et pour les ouvriers. Et ces premières évaluations montrent que la charte de Venise demeure l'instrument de référence pour les interventions sur le patrimoine architectural. C'est l'esprit qui a présidé à sa rédaction qui devra toujours inspirer les interventions que le patrimoine architectural appelle.
Alors, comment définir l'esprit de la charte? On voit dans l'esprit de la charte, dans la charte elle-même, que l'esprit y est. On marque en bas, le patrimoine architectural et culturel est déjà une notion qui est évoquée. On voit très bien qu'il s'agit du respect et préservation solidaire des diversités culturelles, de leurs expressions particulières. Donc on retrouve déjà des éléments qui dépassent le strict stade de l'outil d'application technique. Le second principe fondamental, c'est la préservation des valeurs patrimoniales, architecturales, historiques et culturelles de chaque édifice. On y est tout à fait. Ce qui signifie identification claire des valeurs patrimoniales. Ça, c'est l'outil d'analyse des architectes, historiens, conservateurs, etc. Donc à partir du moment où on revient à cette définition des valeurs patrimoniales, on quitte la notion de monument et on arrive à ce moment-là à une redéfinition de l'esprit de la Charte de Venise. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on doit garder? Les valeurs patrimoniales, ça redevient extrêmement simple. Alors, je vous fais grâce du détail. Et ensuite, sur les critères de bon usage, sur le plan de la doctrine, c'est l'application de ces valeurs. Sur le plan technique, c'est valider, vérifier que tous les projets sont conformes à l'esprit de la Charte de Venise. Je vous remercie. On m'informe que comme j'ai dépassé largement le temps, si vous avez des questions à me poser, je vous invite à me retrouver à l'extérieur. Merci, bonsoir.